Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter rien de moins que le contenu des 6 prochaines vidéos de la chaîne. Wow! Parce que j'ai décidé à la suite d'une énième prise de tête sur Facebook où j'ai encore rencontré argument moisi sur argument moisi, de vous faire le top 6 des arguments tout pourris qu'on reproche généralement aux scientifiques. Alors en plus de régler quelques comptes, ça va permettre aussi de recentrer le débat sur une grande question qui revient sans cesse, à savoir, les maths, ça sert à quoi? Alors une des plus belles choses que les mathématiques nous apportent, c'est la capacité à raisonner correctement. Et ça c'est extrêmement important dans la vie. Non seulement d'un point de vue professionnel, on est d'accord que c'est toujours très agréable de ne pas avoir à galérer pour résoudre des problèmes auxquels on est confronté dans notre milieu professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel, parce que c'est toujours agréable de connaître les pièges de notre cerveau et de ne pas défendre n'importe quelle thèse ni n'importe quelle théorie. Donc à l'issue de cette vidéo, je sortirai une vidéo détaillée en m'attardant sur chacun des arguments moisis, en prenant bien le temps d'expliquer pourquoi il faut arrêter d'utiliser cette argumentation lors d'un débat. Sauf si on veut que le débat soit stérile. Mais ça, c'est une autre histoire. Cette vidéo, c'est donc une sorte de gros sommaire détaillé de ce qui vous attend. Au passage, les adeptes des diverses théories du complot, là, préparez vos pouces rouges. Parce qu'il n'est pas totalement impossible que je vous égratigne un petit peu. Alors si vous êtes prêts, c'est parti pour le top 6 des arguments tout pourris qu'on reproche généralement aux scientifiques. Numéro 1. Vous les scientifiques, vous croyez tout savoir. Le but premier de la science, c'est de fabriquer de la connaissance. Donc, par définition, la science, elle cherche à savoir. Elle cherche pas à convaincre, elle cherche pas à convertir, elle cherche à se faire une sorte de grosse base de données, de principes, de méthodes, de théorèmes, et tout ça dans un seul but, comprendre le monde dans lequel on vit. Alors, comment on peut dire qu'on sait quelque chose en science? Quel est le cheminement d'un scientifique qui lui permet d'affirmer, avec tout ce qu'on lui reproche régulièrement comme de la condescendance, « je sais ». La réponse, c'est qu'il y a quelques principes fondamentaux, et parmi ceux-ci, premièrement, les scientifiques passent leur temps à essayer de montrer qu'ils ont tort. Et c'est seulement lorsqu'ils ont suffisamment échoué à montrer qu'ils ont tort, que là, ils commencent à se dire que peut-être qu'ils ont découvert quelque chose. Mais c'est vraiment le stade 1 de la connaissance. Après, il suffit à ce moment-là qu'il y ait n'importe qui arrive et qui lui prouve qu'il a tort pour qu'il remette en cause immédiatement sur le champ sa théorie. Deuxièmement, la théorie doit toujours être en accord avec l'observation. Et 3, la théorie doit introduire la notion de reproductibilité. Donc non, les scientifiques ne croient pas tout savoir. Et au contraire, ils admettent volontiers qu'il y a quelque chose qu'ils ne savent pas. En revanche, comme vous et comme moi, ils basent leurs connaissances sur des acquis, des choses qui ont été mesurées, mises à l'épreuve, testées, reproduites, etc., etc. Si je vous montre un livre, vous saurez direct sans l'ouvrir qu'il contient certainement des pages avec des caractères qui sont imprimés dedans. Mais d'où tirez-vous ce savoir? Comment pouvez-vous affirmer avec une telle certitude que tous les livres contiennent des pages et des caractères imprimés dedans, sans même les avoir lus? Eh ben ça, c'est exactement ce qu'on reproche aux scientifiques quand on leur reproche de tout savoir. Alors, c'est vrai, parfois les scientifiques se trompent. Peut-être pour filer la métaphore que dans ce livre-là, il n'y a pas de caractère imprimé et que c'est que des pages blanches. Mais auquel cas, les scientifiques vont revoir leur définition de ce qu'est un livre. Et c'est grâce à ce processus d'autocorrection permanent que le savoir augmente. Si les scientifiques savent de plus en plus, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas tout. 2. La science n'a pas le monopole de la méthode, de la pensée. On est libre, chacun pense comme il veut. Alors par cet argument, les gens veulent laisser passer le message qu'ils ne voient pas en vertu de quel principe la méthode scientifique serait la seule méthode valable pour accorder son crédit à quelque chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde raisonne scientifiquement. La pensée rationnelle, la pensée logique, on l'a tous en nous. Par exemple, quand il pleut dehors et que vous prenez un parapluie pour pas être mouillé, en fait,
en arrière-plan, vous appliquez le raisonnement suivant. Observation, il pleut dehors. Mais il se peut qu'en fait il ne pleuve pas dehors, que ce soit une illusion. Mais cette hypothèse, elle est extrêmement peu probable, donc je vais considérer que ce que je vois est vrai. Au passage, ça s'appelle le rasoir d'Occam. Donc, il faut que je trouve un objet pour m'abriter. Or, je possède un parapluie. C'est pourquoi je considère que c'est la meilleure option pour ne pas mouiller. Donc, je prends mon parapluie. Des raisonnements comme ça, logiques, on en fait absolument tous les jours. Tous autant qu'on est. Qu'on ait l'impression d'avoir l'esprit logique ou pas. Et par extension, on fait aveuglément confiance à la logique pour des centaines d'actions quotidiennes, sans même s'en rendre compte. Quand vous n'avez plus d'essence, vous allez à la station. Là, vous appliquez le principe d'implication. Quand vous êtes content parce que vous avez trouvé un trèfle à 4 feuilles, là, vous utilisez les quantificateurs, il existe et quel que soit. Quand vous allez faire vos courses, vous utilisez les opérateurs logiques et où. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que quand ça ne nous arrange pas qu'on a envie de dire que la logique ne fait pas tout. Ou bien quand on veut défendre une théorie farfelue à base de théorie du complot, etc. Dans ces cas-là, comme la logique, elle nous encombre plus qu'autre chose pour défendre notre croyance, c'est à ce moment-là qu'on s'en débarrasse, à grands coups de « oui, mais chacun pense comme il veut, vous les scientifiques, vous n'avez pas l'apanage de la méthode ». Le « chacun pense comme il veut », voilà bien un argument qui veut rien dire. Et qui est même pas un argument d'ailleurs, on est d'accord, on peut dire cette phrase partout, tout le temps, dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, sans justification. Voilà, le chacun pense comme il veut, il a même pas la prétention de vouloir prouver quoi que ce soit, c'est juste une phrase qui clôt le débat et qui veut dire en substance « j'ai pas envie de te prouver que j'ai raison, tu m'emmerdes, fous-moi la paix ». 3. Les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut, donc moi les stats, j'y crois pas. Alors, déjà on va être clair, les statistiques, les probabilités, tout le monde y croit. C'est pas du tout une invention faite par des matheux, pour des matheux. Non, les stats, les probas, on s'en sert tous les jours. Concrètement, quand on rentre sa balancelle fin octobre parce que l'automne arrive, c'est pas parce qu'on a une vision, c'est pas parce qu'on a un pouvoir surnaturel qui consisterait à deviner comme ça que les températures vont baisser ou alors que il va pleuvoir plus. Non. C'est parce qu'on a remarqué que statistiquement, à partir de cette période, il va beaucoup pleuvoir et il va beaucoup plus faire froid. Et ça, on le sait parce que c'est vérifié année après année. Bon, en vrai, on n'y croit même pas parce qu'on sait que la Terre est inclinée par rapport au Soleil, que la position de la France par rapport au Soleil n'est pas la même en décembre qu'en juin, que les rayons du Soleil doivent chauffer une plus grande surface en hiver du fait de cette inclinaison, et que comme ça, les rayons sont moins concentrés sur une plus petite surface en hiver qu'en été. Ça explique pourquoi les températures tombent à partir de décembre. C'est pourtant une explication bien plus fiable que j'y crois parce que statistiquement, ça fonctionne. Et pourtant, la plupart des gens n'ont pas vraiment besoin d'avoir une solide argumentation pour admettre la réalité de l'hiver. Le simple fait que ça fonctionne statistiquement, ça nous convient tout à fait. Autre exemple, un petit peu plus proche de nous. Imaginez que vous ayez perdu votre portefeuille. Alors, évidemment, c'est tout à fait possible que votre portefeuille y soit dans le frigo, sous la cloche à fromage, à côté du camembert. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est possible que, en revenant des courses, vous ayez les bras chargés de sacs et que votre portefeuille, vous le teniez dans la main et qu'en posant les sacs sur la table, le portefeuille il tombe de votre main sur la boîte à camembert et qu'ensuite, en allant ranger le camembert dans le frigo, sous la cloche à fromage, vous mettez en même temps votre portefeuille sans le voir. C'est carrément possible. On ne peut pas exclure cette éventualité. Mais c'est évident que avant d'aller chercher votre portefeuille dans le frigo entre le Saint-Nectaire et le Clacos, vous allez d'abord chercher votre portefeuille dans des endroits où c'est plus probable qu'il y soit. Par exemple, la poche arrière de votre jean, la poche intérieure de votre manteau, ou bien, que sais-je, le vide-poche de votre voiture, par exemple. Et pourquoi vous allez d'abord vérifier dans ces endroits ? Parce que vous faites confiance aux probabilités. C'est beaucoup plus probable que votre portefeuille soit dans votre poche arrière que dans le frigo sous la cloche à fromage. Numéro 4. Comment voulez-vous faire confiance à des scientifiques qui sont aux mains des lobbies ? Alors ça va être une de mes vidéos préférées parce que ça sera pour moi l'occasion de vous présenter un de mes super-héros préférés. J'ai nommé Super Lobby.
Super Lobby, c'est le super-héros qu'on appelle généralement à la rescousse pour justifier notre croyance alors qu'on a un cours d'arguments. Mais ça, je vous expliquerai ça dans la vidéo correspondante. En attendant, petit avant-goût. Ceci est une tomate, mais ce n'est pas n'importe quelle tomate, c'est une tomate bio. Eh bien moi, messieurs, dames, j'affirme haut et fort que le bio, c'est mauvais pour la santé. Tu devrais te reposer un peu parce que, non, franchement, tu déconnes. Oui, monsieur, dame, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que l'industrie du bio est très très puissante. Il y a un véritable lobby du bio qui cherche à tout prix à nous vendre ses produits. Et ça même au détriment de la santé publique. Parce que vous allez voir qu'un jour, on saura. Un jour, on saura. On saura qu'en fait, le lobby du bio, il a cherché à dissimuler la vérité sur la nocivité du bio juste pour des raisons financières et qu'ils ont eu tout le loisir de le faire, parfaitement couvert par nos politiques corrompus par ces mêmes lobbies du bio surpuissants. Vous y croyez à ma théorie? Qu'on soit clair, les lobbies du bio existent bel et bien. C'est même la guerre totale pour placer ces produits et écraser la concurrence pour continuer à exister et à s'enrichir dans ce marché très florissant qu'est le bio. Mais c'est pas parce que c'est la guerre industrielle que ça entraîne que ma tomate bio est mauvaise pour la santé. Là, c'est une erreur de raisonnement qui est assez facile à voir parce qu'en fait, le bio, ça fait pas tellement débat. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est plus sain de manger bio. Mais dans le petit paragraphe précédent, remplacez le mot tomate bio par le mot vaccination. Et là, vous allez voir que cette erreur de raisonnement, elle est beaucoup moins facile à déceler quand le sujet divise. Seulement voilà, un argument moisi ne devient pas valide quand on change de sujet. Numéro 5. Je le sais parce qu'une étude scientifique l'a prouvé. Alors déjà, on va reformuler parce qu'en général, on ne sait pas parce qu'une étude scientifique l'a prouvé. On croit savoir parce qu'on a lu quelque part qu'une étude aurait montré que... Là, on est déjà plus proche de la réalité. Non mais sérieusement, le truc que vous affirmez, vous le tenez directement des chercheurs? Mais non, bien sûr, vous le tenez d'une source. La source, c'est un journal, un site internet, la télé, etc. Mais si ça se trouve, le site internet dans lequel vous avez pioché cette info, c'est le Gorafi. Tout comme dans le journalisme, la démarche scientifique, elle est basée sur la documentation, la recherche de l'info, le croisement des sources. On ne peut pas affirmer que quelque chose est juste vrai parce qu'on l'a lu quelque part. Exactement comme on ne peut pas affirmer que c'est scientifiquement prouvé parce qu'une étude a montré que. Il est vraiment très important, surtout aujourd'hui en 2017, avant de partager quelque chose, de vérifier ses sources. On ne peut pas juste argumenter en disant « mais si, c'est vrai, je l'ai lu à la télé ». Ou alors « mais si, c'est vrai, il y a une étude qui l'a montré ». Quelle est cette étude? En quoi consiste cette étude? Est-ce qu'elle a été reproduite par d'autres labos? Est-ce qu'elle a été validée par la communauté scientifique? Attention parce que parfois une étude a mis en évidence un phénomène, mais 1000 études ont réfuté ce phénomène. Numéro 6. La science est une croyance comme une autre. Alors, éventuellement, si on voulait être ouvert d'esprit, on pourrait dire « Ok, admettons, sans être trop pointilleux sur la formulation, que la science est une croyance. » Bon, mais admettons. Même si on admettait ça, on pourrait pas dire que c'est une croyance comme une autre. On peut le constater tout simplement en listant les croyances les plus classiques, la religion, les extraterrestres, les médecines parallèles, etc. et en les comparant à la science. Alors on va forcément s'apercevoir que la science, elle a des principes, des procédés qu'on ne retrouve pas dans ses croyances. Par exemple, la science, elle est détachée des dogmes. Il n'y a aucune posture dogmatique en science. La science remet régulièrement son contenu en doute. La science, elle cherche constamment à s'auto-critiquer. Et surtout, ce qui clôt le débat, la méthode scientifique semble être le meilleur moyen qu'on ait trouvé jusqu'à présent pour décrire le réel, prédire des phénomènes et comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Comme le dit Richard Dawkins, si vous basez la médecine sur la science, vous guérissez des gens. Si vous dessinez des avions avec la science, ils volent. Si vous dessinez des fusées avec la science, ils atteignent la Lune. Ça fonctionne. Même en admettant que la science serait une croyance, on serait obligé d'admettre du même coup
qu'aucune autre croyance ne fonctionne aussi bien simultanément dans tous les domaines, de la médecine à l'industrie, en passant par la nature ou encore la technologie. Voilà, c'est tout. Bon, j'ai conscience que ça faisait un bon gros sommaire bien détaillé, mais il fallait au moins ça pour vous présenter le programme des réjouissances. Donc, vous avez compris, on se retrouve bientôt pour la première de ces 6 vidéos, qui s'appellera « Les scientifiques, vous croyez tout savoir ». Ah oui, si jamais ce sommaire vous a plu et que ça vous a donné envie de voir les 6 vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu quand les vidéos vont sortir. D'ici là, ne prenez pas de risques, calculez-le.